chers camarades, j'espère que vous allez bien. Nous, on est ravis de vous retrouver. Puis je suis là avec mon père qui va vous faire cette vidéo. Ouais, c'était pas mal. Papa, est-ce que je peux jouer aux jeux vidéo? Voilà, après, on regarde après. Voilà, chers amis, chers camarades, je suis, je suis ravi de vous retrouver pour vous présenter ce bouquin de Jonas Follonier qui est sorti vendredi dernier. Ce livre, c'est la diffusion du wokisme. En Suisse, c'était pas mal, hein, tu peux continuer à faire. Ce serait une vidéo. Tu peux enlever la casquette aussi. Après. Donc, ce livre, c'est la diffusion du wokisme en Suisse qui est sorti vendredi dernier. Donc, je remercie son auteur qui me l'a fait parvenir le jour même. Jonas Follonier, vous l'avez vu dimanche puisqu'il le présentait au Beau Parleur sur la RTS, c'était assez agressif, disons, enfin pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes en particulier. Vous avez l'impression en arrivant qu'il n'y a pas de sexisme et il n'y a pas de racisme. Vous êtes un homme et vous êtes blanc, donc forcément vous n'avez pas l'impression que le racisme et que le sexisme existent. Alors, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, eh bien, vous savez sans doute que ma propre position sur cette question du wokisme est assez critique, contrairement aux camps politiques auxquels j'allais dire on m'assigne, hein, pour employer un vocabulaire moderne, c'est-à-dire la droite. Hein. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai inscrit ce phénomène dans la continuité d'hérésies chrétiennes qui traversent l'histoire occidentale depuis plus de 1500 ans. Je pense qu'il y a des choses... C'est bon? De quoi? Non, après. Donc, attends, plus les épaules, s'il te plaît. Et donc, j'ai inscrit ça dans la continuité d'hérésies qui traversent l'histoire de l'Occident, hérésie chrétienne en particulier. Et puis, dans un effort disons, plus contemporain, j'ai essayé de montrer comment, dans son journal intime, pour la période au milieu des années 90, dans son journal intime, Philippe Muret, donc là c'est le journal intime 96-97, moi je m'étais basé sur celui de 95-96, j'avais montré comment Philippe Muret voyait beaucoup de choses déjà dans les campus californiens des années 80 et 90, des choses qu'on a aujourd'hui appelées le wokisme, qui étaient finalement plus que là en germe, mais étaient déjà là en acte. Donc tout ça, ça m'a conduit à avoir à affirmer de manière aussi un peu à provoquer ma propre famille de pensée que le wokisme n'existait pas, ce qui a parfois suscité des réactions assez vives. Mais donc, sur cette base, qu'est-ce que j'ai bien pu penser d'un livre qui cherche à nous prouver, avec quantité d'exemples à l'appui, que effectivement une chose comme le wokisme s'est infiltré partout en Suisse et qu'il y a un danger civilisationnel, etc., etc. Qu'est-ce que je peux bien penser aussi de la définition qui est donnée dans le bouquin, parce que c'est comme vous le voyez, hein, c'est pas un livre qui est très très long, mais il a un avantage décisif, c'est que, il propose une définition du wokisme. Et enfin, on va voir ce que je pense de la volonté de son auteur, Jonas Follonier, de combattre les dérives qu'il décrit au travers d'outils libéraux. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, qui sera suivie d'ici quelques jours d'un entretien écrit qui sera dans le journal. Mais d'abord, je veux remercier... non, c'est après ça. D'abord, je vous encourage à aller lire un entretien qui est gratuit et qui est sur notre site web. C'est un entretien avec Olivier Mauss, qui est historien, qui est sur des thèmes assez proches. C'est à la fois drôle, profond, et je vous encourage aussi à lire son livre. Et donc voilà, là je passe en mode autopromo. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu ces derniers temps, puisque grâce à vous, j'ai la possibilité enfin de faire une chose que j'ai pas pu faire depuis des années. C'est la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on fait, Victoria? On va prendre des vacances à Lucarno. À quoi? À Lucarno. Locarno. Voilà, les ravages de l'école publique. Voilà, non, on va pouvoir prendre des vacances. Un immense, je suis salaud parce que ces profs sont bien. Un immense merci. Vous avez toujours la possibilité de soutenir la chaîne en prenant un abonnement. Si vous êtes français, plutôt un abonnement web. On peut pas envoyer en France pour différentes raisons. Vous pouvez aussi faire un don via les liens qui sont dans la description de la vidéo. Et vous pouvez aussi retrouver notre petite communauté de donateurs sur le Tipeee de la chaîne. Merci à vous tous. Oui, Victor? Non, après. Mais tu vas lire un moment, d'accord? Après, je te défonce au foot. Ok? Bon, voilà. Retour au livre désormais. Donc, c'est un livre, comme je le disais, qui n'est pas extrêmement long. Il fait
combien il fait? Ouais, il fait 115 pages en gros. Mais c'est pas forcément un problème. En fait, c'est pour moi plutôt agréable. Hein. J'ai avalé pas mal de 800, 900 pages chez Solzhenitsyn ces derniers temps. Et là, on a un bouquin qui propose une vision du monde qui est cohérente, alors qu'elle n'est pas la mienne, comme on va le voir, mais qui est cohérente. C'est une proposition qui est intéressante, qui est articulée et qui se lit assez vite. Le bouquin, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est consacré à la diffusion du wokisme en Suisse, mais presque la moitié du bouquin est consacré que oui, le wokisme, en réalité, existe. Donc ça, c'est quand même, significatif, disons, qu'il y ait besoin de prouver ça. Mais comme je le disais, un des avantages de ce bouquin, un de ses apports, je dirais, par rapport à toute la littérature sur le sujet, c'est qu'il propose une définition. La définition du wokisme qui nous est proposée, elle met en avance 3 choses: l'omniprésence de l'oppression, la construction sociale des identités et l'autorité de l'expérience des victimes. Ça serait les 3 composantes principales de l'esprit woke. On va revenir sur la première, donc l'omniprésence de l'oppression. Donc, l'idée que l'oppression, qu'elle soit raciste, sexiste, homophobe, validiste ou autre, traverse la société. Et on peut dire dans ce contexte-là que le woke, la personne éveillée, et c'est ce que ça veut dire en anglais en gros, c'est la personne qui croit avoir accès à une sorte de réalité inaccessible aux gueux comme vous et moi. D'où la position de prestige particulier de la sociologie dans cette vision du monde. Le sociologue refute la biologie. Hein. La réalité objective, en fait, doit s'effacer devant le ressenti des personnes. C'est ce qui a permis l'apparition des fameux hommes onceins, une réalité qui n'a jamais existé à travers l'histoire de l'humanité. Mais enfin voilà, depuis 5 ans, on a fait de tels progrès qu'effectivement on a découvert que les hommes pouvaient devenir onceins. Voilà. Donc ça c'est parce qu'on est éveillé, on voit ces choses-là. Découlant de ce refus du réel, et notamment du réel biologique, il y a l'idée que toutes les identités sont socialement construites. Donc ça c'est la deuxième partie de la définition du wokisme selon Jonas Follonier et selon Olivier Massin qui préface le bouquin. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes avant tout la somme d'identités sociales qui sont basées, selon eux, dans leur description du wokisme, qui sont basées sur la race, le sexe, l'orientation sexuelle, etc., etc., etc. Donc j'ai un accord et un désaccord sur le fait que cette idée serait constitutive d'un état d'esprit woke. L'accord, c'est qu'effectivement, il y a une tendance de plus en plus frappante et de plus en plus fréquente à renvoyer les gens à des caractéristiques contingentes, à savoir leur couleur de peau, le fait qu'ils soient handicapés, qu'ils soient un homme, une femme, etc., etc. Donc ça, c'est vrai, et que ça se fait, et ça je pense que Jonas le démontre bien, ça se fait souvent au détriment de la liberté réelle des personnes qui, plus que noires, métisses, blanches ou peu importe, peuvent se définir d'abord comme passionnés de musique classique, alpinistes ou que sais-je. Donc il y a vraiment l'idée d'enfermer les gens dans ce qu'on peut appeler en philosophie classique des accidents, des choses qui nous tombent dessus, qui sont ni bien ni mal. Le fait d'être blanc, noir, voilà, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas non plus de fierté particulière. Enfin, c'est comme ça, c'est juste un truc neutre. Donc effectivement, on va enfermer les gens là-dedans, et ça, effectivement, c'est bien sûr que c'est condamnable. De l'autre côté, j'ai quand même un désaccord avec l'idée que cet état d'esprit serait constitutif d'une pensée homogène qu'on pourrait appeler le wokisme, parce que pour moi, on peut pas mettre dans le même panier les questions liées à la race, quoi qu'on pense de ce terme, ou les questions liées au genre. Ce que j'entends par là, c'est qu'on fait sans arrêt la promotion du transgenrisme, de la fluidité, enfin c'est une idéologie de la fluidité, de la mobilité, du je choisis ce que je suis, etc. Non, mais la réalité, elle est là. Vous n'êtes pas d'accord, vous, avec le concept de écoutons quand même Jonas Follonier, mais il est là, comme la table dont vous parliez avant. Oui, compris, écoutons Jonas Follonier. Ce qui n'est absolument pas le cas sur la question, ce qui n'est vraiment pas le cas sur les questions de race. La notion de transracialisme, à ma connaissance, elle n'est pas spécialement poussée. Même les gens qui s'identifiaient comme noirs, si c'était pas assez visible, ou s'ils l'étaient pas du tout, d'ailleurs on a eu des cas comme ça aux États-Unis, c'est des gens qui en ont pris plein la gueule et qui ont été perçus qui ont été présentés comme des escrocs, là où les hommes enceints, eux, sont simplement au dernier développement de la science. Donc je pense qu'il y a une contradiction intrinsèque dans l'idée de faire rentrer ces différentes composantes dans la même définition. Et puis le troisième point qui serait
constitutif de la pensée woke, je pense que c'est quelque chose je pense, une mauvaise observation des auteurs. C'est-à-dire que pour eux, il y a une autorité sociale, une sorte de prestige, une autorité de l'expérience de la victime, une sorte de prestige qui serait lié au fait que la personne peut parler et uniquement elle de l'oppression qu'elle a vécue. Moi là-dessus, j'ai un exemple tout à fait personnel, c'est que ma femme, il y a plus d'une dizaine d'années, quand on a eu notre premier enfant, a décidé d'être à la maison en dépit de son doctorat en biochimie. Elle a décidé ça parce qu'elle pensait que c'était dans l'intérêt de ses enfants et également dans son intérêt, et puis parce qu'elle avait envie de transmettre sa langue puisqu'elle était bilingue. Les personnes qui lui ont dit sans arrêt qu'elle comprenait pas, que c'était une erreur, machin, puis qu'elle était oppressée, mais qu'elle le voyait pas, que j'étais un tyran, etc. C'était pas d'autres femmes qui voyaient l'oppression, mais c'était justement des hommes, la plupart du temps d'ailleurs, qui venaient des études en sciences humaines et qui savaient mieux qu'elle ce qu'elle vivait. Donc ces gens étaient certainement idéologiquement assez proches de ce qu'on appelle aujourd'hui les woke, mais n'empêche que c'est eux qui expliquaient à ma femme quelle devait être la liberté de femme qu'elle devait embrasser. Donc on voit que l'autorité venait pas tant du fait d'être une victime que d'être un spécialiste des sciences sociales, humaines, etc. Ayant dit cela, il y a quand même une chose que j'apprécie dans cette volonté de faire de donner une définition du wokisme, c'est-à-dire que c'est un terme qu'on a utilisé souvent sans jamais le définir, simplement en agglomérant des réalités qui n'avaient rien à voir les unes avec les autres. C'est le cas de la religion woke de Bronstein. Je trouve c'est un bouquin qu'apprécie l'auteur par ailleurs, mais c'est un bouquin qui isolément est intéressant dans la manière de démonter les idéologies qui étaient à la mode au moment où il a été écrit, mais qui ne donne, je trouve, pas vraiment de définition cohérente du wokisme. Alors, je suis pas d'accord avec tous les éléments qui nous sont donnés, mais enfin, je trouve qu'il y a un effort et il y a un apport qui est quand même important par rapport au reste de la littérature sur le sujet. Donc, pour ça, je crois qu'on peut remercier les auteurs. Et puis après, il y a effectivement des composantes, disons secondaires, notamment la primauté du ressenti. C'est le ressenti qui compte sur la réalité objective. Il y a des choses comme ça qui se répètent. Un certain orgueil aussi, comme on le verra plus tard, qui se retrouve un peu dans différents combats qu'on a. On a ficelé le tout pour qu'ils soient dans le même sac. Est-ce que, à ce stade, on peut dire que je suis convaincu, est-ce que Jonas Foulonier et l'auteur de la préface m'ont convaincu qu'il existe effectivement bel et bien une chose comme le wokisme? Bien, j'ai la tête dure et non, en fait, ma position n'a toujours pas évolué. En fait, moi, je me retrouve tout à fait dans la description de la posture du socialiste telle qu'elle est décrite en page 12. Le socialiste, en fait, c'est celui qui voit dans le wokisme une ultime leurre des idéologies bourgeoises. Là, on écrit libéral comme conservatrice. Là, je reviendrai là-dessus. Mais enfin, bon, le socialiste voit dans le wokisme un ultime leurre des idéologies bourgeoises qui cherchent à substituer les questions sociétales et morales aux questions sociales et économiques, seules, fondamentales. Selon lui, je me retrouve absolument dans cette définition. Simplement, effectivement, je pense pas que le wokisme est un leurre de l'idéologie conservatrice. Enfin, ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, je pense que les conservateurs et les socialistes devraient se retrouver en fait dans la défense du bien commun, du réel, de la réalité objective, des oppressions réelles, parce qu'il y a des oppressions dans la société. Donc, je pense que ça n'a pas vraiment beaucoup de sens d'opposer les deux. Mais en fait, moi, je peux concevoir qu'il y a eu, et là je ferai une concession à l'auteur, je peux concevoir qu'il y a eu au début de cette décennie une forme d'emballement, une accélération, je dirais, de la doctrine libérale à laquelle on a donné le nom de wokisme pour décrire un état d'esprit qui était un peu dominant à ce moment-là. Mais simplement, je pense qu'il n'y a pas de différence de nature avec des choses qu'on pouvait observer il y a 50 ans et même il y a 1500 ans, je vais plus loin, mais je pense qu'il y a tout au plus une différence d'intensité. Et je pense d'ailleurs que cette intensité est en train de faiblir depuis que le réel toque de nouveau à notre porte, c'est-à-dire depuis qu'on a la guerre en Ukraine, au Proche-Orient, ou des risques de pénurie, ou une explosion du pouvoir d'achat. Voilà, je pense que les gens ont compris qu'il y a aussi eu 2-3 échecs électoraux chez certains partis de gauche, je pense notamment aux Verts, qui font que les gens se disent ouais, mais on va peut-être quand même un tout petit peu s'intéresser au panier, on n'ose plus dire le panier de la ménagère, parce qu'on peut pas, ou de la ménagerx, là peut-être qu'on peut faire.
Enfin, peut-être certains de ces partis ont constaté que c'était plus intelligent de parler de ça s'ils voulaient faire des beaux scores électoraux. Donc il y a quand même une forme de décrue de ce truc. Mais une fois que j'ai dit ça, il y a quantité d'observations qui sont justes dans ce bouquin. Moi, j'ai été marqué par différents exemples. Par exemple, quand Jonas décrit l'orgueil de certains artistes subventionnés contemporains qui veulent réécrire Molière parce que Molière n'était pas à la page avec nos avancées sociologiques de 2024. Je pense qu'il y a aussi la volonté d'appliquer rétrospectivement les standards moraux de notre époque à des gens qui ont été des bienfaiteurs pour leur ville. On peut penser à Depury, à Neuchâtel, ou on peut aussi penser à cette incapacité de certains militants de comprendre que oui, il y a des spécialistes qui sauront mieux que nommer la personne qui doit occuper tel ou tel poste, même si elle ne correspond pas à toutes les caractéristiques de l'opprimé idéal. Voilà. Donc, on voit dans le bouquin que les institutions aussi, que ce soit, moi j'écris beaucoup sur la manière dont les églises peuvent plus faire face, ont complètement embrassé un progressisme radical, mais on voit aussi que l'université, surtout l'université d'ailleurs, mais également le service public ont eu de la peine à faire face à cette vague de progressisme. Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant effectivement de montrer ce mélange d'autoritarisme et d'orgueil qui sous couvert de faire bouger, de faire avancer, de faire bouger les choses, à contaminer, pour employer le genre de vocabulaire qu'affectionne l'auteur, à contaminer la société. Alors comment est-ce qu'on fait pour combattre, disons, cet état d'esprit qu'il ait beaucoup de cohérence ou pas? Alors Jonas est un progressiste de droite, et lui, il écrit dans son livre que le capitalisme s'avère l'ennemi par excellence des discriminations arbitraires, fussent-elles positives comme celles que défendent les woke, donc ça c'est en page 109, et il ajoute que les conditions cadres libérales, comme celles qui prévalent en Suisse, ce qui n'est pas tout à fait juste, parce que oui, la Suisse est de tradition libérale, mais c'était contrebalancé par un certain conservatisme, un certain paternalisme contre lequel s'acharne la gauche d'ailleurs depuis 50 ans. Mais enfin, il écrit que ces conditions cadres libérales favorisent une culture du gagnant-gagnant qui ne peut être compatible avec le wokisme, ni, à l'inverse, avec un quelconque racisme ou un quelconque sexisme. Et là, je vais ressortir ma casquette de gauchiste contrarié, mais je ne suis pas certain que notre cadre culturel soit aussi gagnant-gagnant qu'on nous le dise. Il l'est notamment pas pour les gens qui se font virer à 55 ans parce qu'ils coûtent trop cher ou qu'on les considère plus assez efficaces et qui auront 10 ans à tirer jusqu'à la retraite. Donc non, c'est pas gagnant-gagnant pour tout le monde. Et de même, Jonas écrit que, outre l'échange intellectuel, tout de suite Victor, outre l'échange intellectuel et la discussion démocratique, il nous faut placer notre espoir dans la loi de l'offre et de la demande qui, au fond, est encore une forme de débat, ce fameux débat que les woke, eux, refusent depuis leur chaire universitaire. Et pour moi, la loi de l'offre et de la demande, c'est pas un débat au sens égalitaire, mais c'est précisément, ça relève d'un ordre spontané qui tient beaucoup plus de la sélection du plus fort, et ce n'est pas forcément quelque chose qui favorise le bien commun. Et en fait, c'est une observation que je crois importante, c'est qu'il y a un train qui s'est présenté dans l'écriture de son bouquin à Jonas et qu'il n'a pas pris malheureusement. C'est cette observation excellente en page 67 où Jonas Follony écrit que les woke, ceux qu'il appelle les woke, ne sont pas contre les structures de pouvoir en tant que telles, mais qu'elles veulent simplement en devenir les nouveaux maîtres. Et pourquoi en définitive, les critiques du wokisme ont de la peine, selon moi, et c'est le cas de ce bouquin, ont de la peine à aller plus loin dans cette critique sociologique de la recherche du pouvoir par les progressistes. Pourquoi ils préfèrent démonter une idéologie, même quand on voit qu'il y a comme des problèmes de cohérence? Je crois que c'est parce que ça les obligerait à admettre que cette chose qu'on appelle le wokisme est d'une part un état d'esprit bourgeois dont ils partagent pas mal de faits constitutifs, de traits constitutifs, à part évidemment le refus de la liberté d'expression, et puis le refus du débat. Et puis en outre, je pense que continuer à vouloir déconstruire ce phénomène qui est grosso modo aujourd'hui un épouvantail, même quand comme aujourd'hui il est entré dans une phase de reflux, j'ai le sentiment qu'à droite ça permet d'esquiver une vraie question, la question de la seule oppression qui est importante et qui est la question de la lutte des classes. Je vais être marxiste jusqu'au bout. Alors quand je dis ça, je prône pas comme projet de société le communisme. J'ai lu Solzhenitsyn toute cette année.
j'ai pas tellement envie du communisme. Mais enfin, je pense qu'il faut aujourd'hui passer la seconde, plutôt que de dénoncer un état d'esprit qui traverse l'histoire de l'humanité en lui donnant un nouveau nom, le wokisme, pour en faire une réalité nouvelle et inquiétante. Eh bien, je pense que la droite gagnerait à passer la seconde et à s'intéresser à d'autres questions qui sont autrement plus importantes, c'est-à-dire comment transformer le libéralisme économique en acteur du bien commun et aussi en acteur d'une certaine sauvegarde environnementale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut évoluer vers une forme de libéralisme coopératif. Je pense que ça serait plus intéressant, ça montrerait que la droite sait se renouveler plutôt que de démonter ce qui s'essouffle naturellement. Et donc j'ai des idées sur ce point, j'ai des projets, j'ai des idées sur ce dernier enjeu, mais ça sera l'objet d'autres vidéos. J'ai une mauvaise nouvelle, Victor, c'est 3h-5, c'est bientôt les devoirs surveillés. Oh non, on n'a pas pu changer. Non, je suis en enfoiré, dis que ton père il est pas sympa. Il est pas sympa. Voilà. Vraiment pas. Tu dis comment au revoir aux gens? Au revoir. Allez, chers amis, chers camarades, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous encourage à acheter ce livre-là qui est très très bon. Il y a un autre livre, je sais plus où je l'ai mis, il y a un autre livre important, c'est celui-ci d'Olivier Mauss, Le Guide du Réac. Ça vaut aussi la peine, donc ça c'est l'interview qui est déjà en ligne. Donc allez lire tout ça, soutenez nos auteurs, même quand nous ne sommes pas d'accord sur tout avec eux. Ça permet d'avoir un débat qui est plus courtois, qui est plus élégant et plus informé que les procès en sorcellerie qui se sont multipliés depuis quelques années. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Tu fais quoi? J'ai fait ça. Ah, ça fait comme ça. Ah, ok, très bien, parfait. Ciao.